Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Espresso d'entre deux patients. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger en détail dans un sujet qui concerne beaucoup de diététiciens indépendants, c'est la gestion du temps en consultation. Alors dans cet épisode, je vous donnerai mes meilleures astuces que vous pourrez mettre en place très facilement au sein de vos consultations et qui feront vraiment une grosse différence pour notamment vous permettre de mieux respecter la durée de vos consultations, mais aussi de pouvoir maximiser leur efficacité. Tout ça, évidemment, en essayant d'éviter que vos patients ne se sentent pressés, frustrés, voire incompris. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que vos patients quittent votre consultation, quittent votre cabinet avec le sentiment vraiment d'avoir eu une bonne consultation, mais aussi que vous puissiez avoir eu beaucoup de plaisir en consultant et que la rentabilité, évidemment, soit au rendez-vous avec par rapport au temps presté et à l'argent gagné. Moi, c'est Elise Brécoux, je suis diététicienne indépendante, je suis aussi co-créatrice de la plateforme de formation Diète en transition et des jeux Ludiconsult, des jeux pour les diététiciens. Alors, si vous exercez en tant que diététicien indépendant ou que vous souhaitez vous lancer, j'ai créé exprès pour vous un guide pour se construire des prises en charge diététiques au top qui feront progresser vos patients et qui permettront aussi de pérenniser votre carrière. Alors dans ce guide, vous trouverez les choses que personne n'ose dire concernant la vraie réalité des diètepreneurs. Vous saurez aussi pourquoi et comment trouver votre patientèle type, le bon état d'esprit pour se sentir serein et mieux progresser comme diététicien, les 5 principes de base pour une prise en charge au top et un mind map pour prendre du recul et définir vos priorités. Alors ce guide, c'est un condensé de mes meilleurs conseils après 10 ans d'expérience comme diététicienne indépendante. Pour vous le procurer, je vous invite à vous inscrire sur www.dietentransition.com/réussir. Et sans attendre, revenons au vif du sujet pour parler de la gestion du temps de vos consultations. Alors le problème avec la gestion du temps en consultation, c'est principalement les consultations qui débordent de manière systématique. Alors ok, déborder une fois, il n'y a aucun souci, c'est pas la fin du monde, loin de là. Mais c'est vrai que si c'est systématiquement vous dépassez de 5-10 minutes, alors là, évidemment, ça va être un problème vraiment pour votre patient et pour votre organisation à vous. Donc en résumé, pour cette gestion du temps en consultation, le but est de bien faire son boulot dans un temps imparti, dans un temps défini. Alors ça veut dire quoi, bien faire son boulot? C'est peut-être une notion vague pour vous. Est-ce que vous avez défini votre checklist? Est-ce que vous savez les objectifs de votre consultation? Si c'est pas très clair, effectivement, à partir de quand est-ce qu'on peut se dire, voilà, ma consultation, elle est finie, elle est clôturée? Si ces objectifs, si cette checklist de choses à faire pendant votre rendez-vous n'est pas clairement définie, n'est pas clairement établie. Alors c'est vrai que si on est déjà dans une zone un peu de flou par rapport à ça, c'est clair que c'est difficile de s'allouer en temps fixe à quelque chose, à un contenu d'une consultation qui n'est pas clairement défini. Alors également, quelque chose d'important en cas de débordement, les soucis liés à ça, c'est que d'une part, vous risquez d'avoir des consultations qui ne soient pas rentables, de vous faire vraiment avoir par rapport à vos tarifs, de demander un tarif pour une certaine durée et de prester le double de consultations. Donc ça ne va pas du tout. Autre difficulté, c'est aussi de devoir faire attendre ses patients, d'accumuler du retard dans vos consultations et de devoir faire attendre le patient suivant, qui c'est pas très sympa vraiment pour lui, et ça vous engendre à vous du stress de savoir qu'il y a quelqu'un qui attend dans votre salle d'attente. Autre chose, même ici, si vos plages de consultation ne sont pas remplies, et donc si vous n'avez pas un patient qui suit votre rendez-vous, là, ça peut être justement un gros piège de se dire, voilà, il y a personne après, je peux déborder, je m'en fiche. Non, le danger vraiment lié à ça, c'est d'avoir des consultations qui soient vraiment trop longues pour vous, trop longues pour le patient, qui ne soient pas bien constructives pour votre patient, qui soient hyper fatigantes, et surtout que vous perdiez vraiment votre concentration, vous, mais aussi votre patient. Alors pour moi, la solution, tout ça, pour éviter tout ce stress et pour ne plus déborder de vos consultations, elle est en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord de fixer vos objectifs.
La seconde, c'est qu'une fois que vos objectifs sont fixés, de pouvoir gérer les aléas. Donc, par exemple, de pouvoir cadrer les patients si nécessaire. Parce que on n'a pas deux consultations identiques, donc il peut y avoir toutes sortes d'aléas qui peuvent se produire. Et troisième chose, c'est de résister à l'envie d'en faire trop. Alors, on va prendre de son temps vraiment ici pendant cette vidéo pour parler de tout ça, pour détailler tout ça ensemble. Vous allez voir que c'est facile de trouver des solutions simplement en changeant quelques petites choses au sein de vos consultations et que ça peut vraiment faire une grande différence. Alors, la première chose, c'est de fixer vos objectifs. Alors, comme dit plus haut, c'est vraiment super important de fixer vos objectifs pour chaque rendez-vous, parce que comment voulez-vous faire quelque chose dans un temps imparti si vous n'avez pas défini ce quelque chose? Alors, par exemple, moi, au premier rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je procède? Quels sont mes objectifs du premier rendez-vous? Alors, premièrement, j'ai une partie d'anamnèse. Voilà, j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi, quelles sont ses demandes, quelles sont ses facilités, quelles sont ses difficultés. Donc ça, c'est vraiment une première partie de mon premier rendez-vous qui est vraiment clé, qui est vraiment très importante. Autre chose, au premier rendez-vous, c'est de donner des conseils 80-20. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai pas envie de donner plein de conseils et de vouloir résoudre tous les petits problèmes de mon patient. Voilà, ce que je veux, c'est vraiment trois petites choses à changer, trois petites choses à modifier, à mettre en place par mon patient et qui vont lui apporter 80% du résultat. Donc voilà, je cible vraiment mes conseils au premier rendez-vous et je ne veux pas en dire de trop. Et la troisième chose à ce premier rendez-vous, c'est créer la vision du suivi pour mon patient. Et donc là, qu'est-ce que je lui explique? J'essaie souvent de lui expliquer le thème du prochain rendez-vous, les thèmes qui pourront être abordés pendant le suivi, comment ça va se passer en quelques mots. Donc voilà, je veux vraiment que mon patient ait une vision claire de comment va se passer son suivi diététique. Donc pour moi, voilà, c'est hyper important de ne pas donner des tonnes d'informations à mon patient. On n'est pas là pour donner des conseils ultra précis par rapport à ses pathologies ou que sais-je. Ça sera vraiment pour plus tard dans le suivi. Alors voilà, moi c'est un choix personnel que j'ai choisi ici pour ce premier rendez-vous. J'ai ma trame qui me permet de respecter ces étapes, de ne pas en faire plus, de ne rien oublier. Parce que voilà, si j'en fais plus, je vais pas m'en sortir et c'est clair que là je vais déborder de mon rendez-vous. Alors là, vous allez peut-être me demander, tiens, Élise, si ton patient te commence à te poser plein de questions par rapport à ses pathologies, par rapport à des aliments, par rapport à ses courses, etc. Comment tu fais? Comment est-ce que tu gères ça? Alors, écoutez ici la deuxième partie où je vous explique la solution. Alors, le deuxième point, c'est de gérer donc tous ces aléas pour atteindre ces objectifs dans le temps imparti. Alors, comment justement pouvoir gérer ces aléas, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, quand un patient pose des questions. Alors, le secret vraiment, c'est d'une part de poser ses règles et d'autre part de maîtriser l'art du recadrage. Alors, avec un petit peu d'anticipation et quelques idées à appliquer dans vos routines de consultation, vous allez pouvoir boucler vos rendez-vous dans le temps imparti, tout en étant détendu, efficace, parce que vos objectifs que vous aurez définis seront remplis, sans être stressé, ni sans mettre de pression sur vos patients, et tout en restant évidemment dans votre timing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Poser les règles dès le premier rendez-vous. Alors, un piège serait en effet que dès que le patient mettrait les pieds dans votre cabinet, ça serait de vous plonger directement dans votre trame et de commencer à poser toutes vos questions et de lui dire bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce qui vous amène ici? Et de dérouler vos questions, dérouler votre trame de consultation et d'enchaîner tout ça rapidement. Alors que si vous commencez votre rendez-vous par prendre genre 30 secondes, pas plus, pour lui expliquer comment votre premier rendez-vous va se dérouler, ça va faire clairement toute la différence. Par exemple, vous allez lui dire bonjour monsieur, voilà, pour ce premier rendez-vous, il va durer 1h30 et nous allons faire ces étapes-là, étape 1, étape 2, étape 3. Est-ce que c'est OK pour vous? Tout simplement, ça prend pas plus de temps. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est verbalisé, on peut alors là commencer à dérouler la trame de consultation, à poser les questions, à lui demander pourquoi il est devant vous aujourd'hui. Et en faisant valider ça par votre patient, vous allez l'engager vraiment dans ce processus pour permettre de terminer votre rendez-vous dans les temps.
Et donc, lorsqu'éventuellement, il faudra le recadrer, lorsqu'il posera des questions, etc., et que la conversation débordera un petit peu, ça ne sortira pas de nulle part lorsque vous allez dire, voilà, le but est qu'on termine à l'heure, on s'était engagé à faire ça et ça et ça, est-ce que c'est OK pour vous si on se reconcentre sur les étapes sur lesquelles on était? Donc cette petite phrase d'ouverture, c'est vraiment une toute petite chose, mais vraiment, je vous assure, ça fait une grosse différence. Alors pour ça, je vous invite à l'écrire peut-être dans votre trame, dans votre document de premier rendez-vous, de le mettre en grand tout au-dessus pour ne pas oublier de la dire au prochain patient que vous allez rencontrer au sein de votre cabinet. Et évidemment, toujours le dire avec un gros sourire, dans la joie et la bonne humeur. Alors, le deuxième point, comme je vous disais, c'est de maîtriser l'art du recadrage. Alors, quand est-ce qu'il faut recadrer la conversation? C'est pas toujours évident de le savoir. En fait, il faut recadrer quand vous êtes en pleine investigation, quand vous êtes en pleine explication dans un sujet bien spécifique, bien précis, et que votre patient, lui, part dans toute autre chose. Alors, attention, cette toute autre chose est certainement très important pour votre patient, mais ce que vous expliquez ou ce que vous investiguez, les questions que vous posez, sont aussi hyper importantes. Donc moi, je vous donne des exemples ici assez flagrants, je trouve, dans lesquels il faudrait recadrer. Donc par exemple, c'est un patient au premier rendez-vous. Vous posez les questions et vous lui demandez un petit peu ses antécédents médicaux. Et là, il commence à vous expliquer en long et en large toutes ces opérations, les complications des opérations, les médecins, tchic et tchac, et il part dans tous les sens, alors que vous lui demandez juste ses antécédents médicaux. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième exemple, là, ça pourrait être plus en consultation de suivi. Vous êtes en train de présenter à votre patient la pyramide alimentaire et il remarque sur la pyramide des petits biscuits dessinés dessus. Et vous expliquez la pyramide, mais vous parliez pas des biscuits spécialement. Et il commence à vous expliquer ce qu'il achète, ce qu'il mange, à vous demander votre avis, etc. Et il commence à poser 50 millions de questions sur ces biscuits parce qu'il a vu l'illustration. Évidemment, le danger du recadrage, c'est la frustration dans le besoin d'être écouté du patient. Et donc, pour vous, c'est la peur de cette frustration qui fait que vous n'osez pas recadrer votre patient. Alors, derrière le besoin d'être écouté, il faut comprendre que ce qui se cache surtout derrière, c'est le besoin d'être compris. Et donc, dans les mots que vous allez employer pour votre recadrage, c'est important de montrer à votre patient que vous l'ayez compris. Et pour ça, je propose ce que j'appelle le recadrage en douceur en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est la validation, donc de pouvoir reconnaître ce besoin d'expression. La deuxième étape, c'est de proposer de postposer ce sujet à plus tard avec un plan d'action. Et la troisième étape, c'est de se faire valider, évidemment, par votre patient. Donc, en pratique, ça donne ça. Donc, je vais reprendre l'exemple de celui qui vous expliquerait en détail toutes ces opérations. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le recadrer en douceur? Vous pourriez lui dire, pardonnez-moi de vous interrompre, je suis navrée de le faire, mais j'entends qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites, et là, vous pouvez même nommer les émotions que vous sentez, et je comprends vraiment que c'est un sujet qui vous affecte, et c'est normal, c'est vraiment normal que vous m'en parliez, mais si vous êtes d'accord, je préférerais qu'on en reparle à une prochaine fois, parce que vraiment là, ici, dans l'immédiat, pour être efficace et vraiment pour vous aider au mieux, j'ai vraiment besoin que l'on avance dans le rendez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, ici, deuxième exemple, si vous devez recadrer la personne qui déborde là sur les biscuits, qui vous pose plein de questions, là, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Vous dire, excusez-moi de vous interrompre, je suis vraiment embêtée. Je vois que c'est un sujet qui vous questionne vraiment fortement, et c'est normal que vous me les posez ces questions-là, que vous abordez ce sujet-là. Mais ici, si vous êtes d'accord, je préférerais qu'on en reparle une prochaine fois. Si vous le souhaitez, on pourrait même en parler au prochain rendez-vous. Là, vraiment, on pourra en parler en profondeur, on pourra regarder les emballages, vous pourrez apporter vos emballages de la maison, vos biscuits de la maison, on pourra lire les étiquettes, je vous donnerai des conseils pour les achats, etc., etc. Est-ce que cela vous intéresse? Et vraiment, je vous assure, en faisant cela, vos patients vont se sentir compris et leur recadrage se fera tout en douceur. Et donc ici, ça fait la transition sur le troisième et le dernier point très important pour éviter les débordements, c'est de résister à l'envie d'en faire trop, et c'est surtout valable lors du premier rendez-vous. Alors c'est clair qu'au premier rendez-vous, on veut vraiment répondre à toutes les questions du patient, à toutes ses demandes, on veut donner un maximum de conseils au fur et à mesure de la consultation, au fur et à mesure de ce qu'on découvre, des difficultés qu'on découvre auprès de nos patients, et c'est vraiment logique parce que
pour plusieurs raisons. D'une part, parce que on veut justifier notre tarif, donc on veut donner des informations, un maximum d'informations. D'autre part, on veut quand même montrer sa compétence et ça peut passer par l'étalement des connaissances. Et d'autre part, et ça je pense que c'est vraiment le point commun entre tous les diététiciens, c'est vraiment qu'on veut faire preuve d'un maximum de générosité auprès de notre patient, qu'on veut les aider du mieux possible, du mieux qu'on peut et le plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça qu'on donne un maximum d'infos, on souhaite donner un maximum d'infos, surtout au premier rendez-vous. Mais tout ça malheureusement, c'est très souvent contre-productif d'inonder nos patients par tous ces conseils, par toutes ces informations, parce que d'une part, ça va engendrer des consultations très longues, très fatigantes pour vous, très fatigantes pour votre patient, et vous en êtes là avec la tête comme un sou. D'autre part, c'est qu'à ce moment-là, on va pas prendre le temps de déconstruire les fausses croyances du patient. L'apprentissage sera beaucoup moins efficace. Il y a de grandes chances derrière que le patient oublie l'information que vous lui avez donnée et surtout qu'il ne l'implémente pas, qu'il ne le mette pas en pratique derrière et qu'un prochain rendez-vous, il vous repose de nouveau la même question. Autre chose, je trouve que ça augmente le risque que le patient ne revienne pas parce que il aura eu toutes les informations et il va se dire tiens, à quoi ça va m'apporter de venir au prochain rendez-vous si j'ai déjà eu toutes les réponses et toutes les informations à toutes mes questions. Et le plus important, c'est pas les connaissances, évidemment, c'est toujours la mise en pratique. Ça, c'est vraiment un travail de fond qui ne se fait pas à un seul rendez-vous, qui va vraiment se faire au fur et à mesure de suivi, tant pendant la consultation, mais surtout en dehors des consultations. Et donc, c'est pas en un seul rendez-vous, au premier rendez-vous, que tout va se résoudre. Alors, si vous reconnaissez dans cette situation, que vous réalisez que vous faites plus de tort que de bien en agissant comme ça, tant au niveau du timing qu'au niveau de la qualité de vos suivis, je vais vous donner ici quelques petits conseils. Le premier conseil, c'est d'utiliser une trame de consultation. Moi, j'en ai une pour mes premiers rendez-vous, j'en ai une pour mes rendez-vous de suivi. Ça me permet vraiment de sélectionner les questions à poser au rendez-vous et de les limiter surtout. Et de mieux évaluer aussi le respect du temps parce que je sais plus ou moins combien de temps me prennent chaque étape, chaque partie. Donc au premier rendez-vous, par exemple, mon anamnèse générale me prend plus ou moins 45 minutes. Mon anamnèse alimentaire me prend 15 minutes. Mes conseils 15 minutes et ma clôture 5 minutes, ça fait 1h30 de consultation. Un deuxième conseil, c'est de systématiser une activité thématique à chaque rendez-vous. Alors autre chose, je trouve vraiment que le fait de systématiser une activité thématique à chaque rendez-vous, ça va permettre aussi de revoir plus régulièrement son patient et pour quelque chose d'utile évidemment, pour vraiment une session d'apprentissage. Votre patient au début du suivi, il est super motivé, il a plein de questions et ces activités thématiques par la suite de votre suivi vont permettre vraiment de répondre à ces questions-là, d'entretenir sa motivation et de transformer vos connaissances, ce que vous lui apportez vraiment en bonnes habitudes dès le début du suivi. Alors autre chose, le but c'est d'être plus serein pour recadrer vos patients quand ils se posent une question, parce qu'ils savent que c'est un sujet important, que vous avez compris leur demande et que oui, vous allez consacrer du temps lors d'un rendez-vous de suivi pour vraiment répondre à toutes ces questions-là, vraiment en profondeur, mais que là maintenant vous avez juste pas le temps. Et tout ça, ça va conforter votre patient sur votre professionnalisme, ça va le rassurer vraiment pour poursuivre votre suivi avec vous. Voilà, donc si on résume tout ça, pour pouvoir gérer votre temps en consultation, je vous invite à bien définir vos objectifs de chaque consultation, à réfléchir à comment gérer vos ELEA en posant les règles dès le premier rendez-vous et à bien maîtriser votre cadrage, et troisièmement, à résister à l'envie d'en faire trop en utilisant des trames de consultation et en systématisant des activités thématiques à chaque rendez-vous de suivi. Alors, comme vous avez pu le constater, tous ces trucs et astuces sont applicables très facilement au sein de vos consultations. Et je vous invite à vous poser la question, lequel de ces 3 principes est-ce que vous allez appliquer, vous, dans vos consultations pour mieux gérer votre temps? Et alors, si en plus de réfléchir à comment mieux gérer votre temps en consultation, vous souhaitez aussi être plus efficace au sein de vos consultations, n'oubliez pas que je vous ai créé un guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous invite à le faire sur dièteentransition.com/réussir. Merci pour votre écoute et à bientôt entre 2 patients.